Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc moi je suis enseignant chargé de TD à Le Mans Université en histoire contemporaine. Également enseignant, formateur, j'ai même mes étudiants qui sont là, mais demain ils ont un oral, donc ils ont intérêt de rentrer vite après. Je suis enseignant, formateur à l'INSPE, donc pour préparer les futurs enseignants. Et je suis aussi enseignant au lycée Le Mans Sud à mi-temps, pour équilibrer tout cela. Et en même temps, je suis le délégué de la Fondation pour la mémoire de la déportation dans la Sarthe. Donc, ce sujet de la Seconde Guerre mondiale, ça fait quand même assez longtemps que je travaille dessus. J'ai commencé ma maîtrise là-dessus, sur la vie des Allemands au Mans en 1940, 1944, en 1996, vous voyez. Après un master en 2015 sur les Allemands et la répression, et le domaine de la répression est plus spécifiquement mon domaine de recherche. Alors, aborder la répression, c'est aussi aborder la résistance. Et la résistance, c'est un sujet particulièrement complexe. Complexe à plusieurs titres. Déjà, il faut se demander qui sont les résistants, combien sont-ils, quelles sont leurs actions. Complexe aussi parce qu'on heurte la mémoire et on heurte l'histoire. Si vous prenez un exemple, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marie Duclos. Jean-Marie Duclos, donc ici, vous avez le PV d'arrestation de Jean-Marie Duclos, qui est un résistant. Peut-être que si vous habitez Le Mans, par contre, vous connaissez Roger Cabelguen, puisque tous les 8 août au Mans, on commémore la mort de Roger Cabelguen. Or, l'auteur de l'arrestation de Jean-Marie Duclos, qui va décéder à Dachau, c'est Roger Cabelguen. Donc vous voyez, on heurte un sujet complexe parce qu'on a des chevauchements de périodes. Donc à partir de là, faire l'histoire de cette période, c'est pas évident parce que ça aussi remue des choses qui sont complexes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est au 80e anniversaire de la libération du Mans. Et seulement depuis cette année, la municipalité se pose la question de savoir si on va continuer à honorer la mémoire de Roger Cabelguen, tout comme du lieutenant Louis Schell, puisque le lieutenant Louis Schell était responsable des questions juives pendant l'occupation au sein de la gendarmerie. Donc voilà, on voit que c'est un sujet, la Seconde Guerre mondiale et la résistance, c'est un sujet complexe. Alors complexe aussi, parce que si on prend la définition de la résistance, c'est pas facile de se dire, mais c'est quoi résister? Alors, vous avez plein d'exemples ici qui cherchent à essayer de voir comment on résiste. J'ai vu deux échos avec une résistance passive. J'ai vu également, bien sûr, Armand Tuvache avec une résistance qu'on va qualifier d'active. Mais c'est quoi résister? Et les historiens, depuis les années 60, en fait, ils se posent des questions sur c'est quoi être résistant? Alors certains ont dit, vous voyez, une lutte patriotique pour la libération du sol national et une lutte idéologique. Donc autrement dit, là on voit que c'est une définition, après on rajoute toute action visant à empêcher les objectifs de l'occupant. Donc on a des actions, des définitions au départ qui sont assez restreintes. Puis on va y ajouter action clandestine menée au nom de la liberté de la nation et de la dignité de la personne par des volontaires s'organisant. Ce qui suppose que pour être résistant, c'est uniquement la résistance organisée. Mais à partir de là, ça évince beaucoup de gens qui n'appartiennent pas à des réseaux et des mouvements. Donc, depuis les années 2000, la définition s'est étoffée. Et puis, on a aussi distingué ce qui relève du fait de résistance. Je vais prendre un exemple. Le 11 novembre 1940, des gens vont manifester à Paris pour s'opposer, pour manifester, et notamment des étudiants, leur hostilité à la présence allemande. Ça, c'est un fait de résistance. Mais est-ce que c'est un acte de résistance? C'est-à-dire, est-ce que le but, c'est de... y a une idéologie derrière? Ou est-ce que c'est juste un baroud d'honneur comme cela? Donc, voilà, on distingue les faits, on distingue les actes, et ça va être moi, mon exposé va essayer de vous démontrer un petit peu l'oscillation et la diversité des comportements des résistants. En clair, si on veut retenir une chose, moi je vais partir du principe que c'est toute personne qui s'oppose par quelque moyen que ce soit aux occupants et à leurs alliés et à leurs objectifs. Mais vous voyez, toute personne, il n'y a pas forcément que la résistance organisée. Et ça, c'est la définition qui est aujourd'hui retenue par les historiens. Alors, définir le concept, les sources. Quelles sont les sources à notre disposition?
parce qu'il n'y a pas d'histoire sans source. Alors, les sources, on a ce que l'on appelle, nous les historiens, les sources de première main, c'est-à-dire qui n'ont pas été transformées. Les sources de première main pour la résistance, c'est par exemple le registre de la prison des archives que vous avez ici, qui a ouvert le 21 février 1944 et qui est libéré le 8 août 1944. Là, c'est de première main. Ce sont les Allemands qui ont fait cette archive. Des sources de première main également, donc là vous avez les listes des gens qui sont arrêtés et qui sont internés aux archives, 661 personnes au sein des archives de la prison des archives. On a la même chose pour le registre du Vert galant. Malheureusement, le registre du Vert galant, on n'a que le mois de janvier 1944. Le reste est perdu. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Moi, je travaille avec une étudiante sur essayer, autant on sait qui a été aux archives départementales, autant on a du mal encore à savoir qui a été au Vert galant. On sait, on fait, je dirais, par croisement des sources, comme tout historien, mais c'est quand même des fois compliqué. On a aussi, première main, mais là très rare, les PV d'interrogatoire faits par les Allemands. C'est-à-dire notamment le SIPO-SD, qu'on appelle communément et par erreur Gestapo. Donc ça, on a par exemple le PV d'interrogatoire ici, de Jean de Maupeou d'Abège. Alors Jean de Maupeou d'Abège, en fait, il appartient à un réseau de résistance et il est en lien avec le directeur des usines Renault qui s'appelle Pierre Huberti. Et Jean de Maupeou d'Abège va être arrêté. Quand il transmettait des renseignements, il va être arrêté et vous avez tout le PV d'interrogatoire avec ce qu'il va dire au cours de cet interrogatoire. Donc là, on a une source de première main. Dans les sources de première main, au niveau des PV d'interrogatoire, il y a la richesse des sources faites par la gendarmerie française ou les services de police français, mais quand ils sont à l'origine des arrestations. Et là, c'est notamment le cas des communistes. Et ce qui fait qu'on a pu dire des fois, on s'intéressait surtout à la résistance communiste, les premiers historiens, il y avait une critique un petit peu en disant on ne s'intéresse qu'aux communistes, mais en fait c'est parce que le matériel, si vous allez aux archives départementales de la Sarthe, le matériel pour les communistes est beaucoup plus important que le matériel pour les autres résistants. Pour les autres résistants, en fait, on a beaucoup de sources de seconde main. L'exemple d'Armand Tuvache. Si on prend aux archives départementales, c'est quoi les sources de seconde main? C'est que quand quelqu'un était arrêté dans une commune, le maire de la commune devait signaler aux autorités préfectorales, tous les mois, les gens arrêtés dans sa commune. Donc, il indiquait que telle personne a été arrêtée le tel jour. Mais si on regarde l'affiche, en fait, il n'y a quasiment rien dessus. Il y a son nom, le motif, c'est vide, parce que le maire ne savait pas. Et le sous-préfet de la Flèche, de qui est signée cette archive, lui aussi ne sait pas. Donc c'est vrai que les sources de seconde main, c'est problématique. Autre source de seconde main, alors ici vous en avez une également qui nous parle de l'arrestation de Geneviève Savary, donc à Dissay-sous-Courcillon, voilà, et on est en lien avec un agent du SOE, un des réseaux auxquels aussi lié Armand Tuvache. Alors c'est pas le même réseau, mais on a ces sources de seconde main. On a aussi Michel Despriec, qui a été arrêté le même jour et en lien avec Armand Tuvache. Là, pour avoir des renseignements sur Michel Despriec, il ne faut pas chercher aux archives départementales, on n'en a pas. Il faut aller dans ce qu'on appelle les dossiers statuts. Là, c'est une richesse inouïe et les dossiers statuts, ils sont à Caen, entreposés aux archives de Caen, au service historique des armées. Alors, le problème de ces dossiers statuts, c'est quoi un dossier statut? C'est que c'est un dossier qui est fait par un demandant, qui peut être la personne qui a été déportée, qui peut être les ayants droit si la personne est décédée, et le but, c'est d'avoir un statut. Statut d'interné, statut de déporté, de la résistance, de déporté politique, statut de mort pour la France. Et forcément, derrière le statut, ça veut dire aussi une pension. D'accord? Donc, les familles font faire un dossier statut.
Et là, il faut les prendre avec précaution, ces dossiers statuts, parce que dedans, on trouve quoi? Eh bien, on trouve la demande de la famille qui fournit des pièces, en disant, voilà, telle personne, mon grand-père, ma grand-mère ou mon père a résisté, voilà ce que je peux dire. Mais ça, c'est le point de vue de la personne qui fait la demande à un moment. D'accord? Donc, c'est en rien forcément ce qui s'est réellement passé. Les statuts aussi, il y a ce qu'on appelle les liquidateurs de réseau. Et les liquidateurs de réseau, le terme n'est pas terrible, hein, faut être honnête, ce sont les gens qui vont être chargés, M. Auduc était liquidateur du réseau Buckmaster. Voilà. Ils vont être chargés de dire, celui-là, il appartient au réseau, celui-là, il n'appartient pas au réseau. Et il y a des jeux d'influence, il faut être très clair. Plus on a d'adhérents dans son réseau, donc le réseau, c'est une construction d'après-guerre. Vous voyez, il faut avoir ça à l'esprit. Plus on a de gens dans son réseau, plus on a de l'influence politique, plus on a un regard, un recul. Et je vais prendre l'exemple, le réseau Shelburne. Dans la Sarthe, si je prends cet exemple-là, je crois que je l'ai mis là, voilà, le réseau Shelburne. Alors, si on regarde le dossier statut de Madame Emery, Juliette Emery, d'accord, qui est venue en aide à un pilote qui est arrêté dans sa commune, qui est arrivé en fait sur ses terres. Il arrive sur ses terres, Madame Emery et son époux sont agriculteurs et vont aider ce pilote. C'est du hasard. On est bien d'accord qu'ils n'étaient pas résistants, monsieur et madame Emery. D'accord ? Ça arrive sur leur terre. Et de là, ils entrent en résistance. D'accord ? Puisqu'ils ne vont pas le dénoncer, le pilote, ils entrent en résistance, ils ne vont pas le dénoncer, et ils vont aider ce pilote. Et ils vont aider ce pilote avec leur André Maheu, dont je parlais tout à l'heure. Également, là, j'explique, tout ça, ce sont les gens du réseau Shelburne officiellement, dans la Sarthe, que vous avez là. D'accord ? Henri Emery, Roger Vauvert, alors lui, c'est un aide de culture, il ne sera pas déporté. Robert Charon, commune de Noyen. Bon, sauf que, si on prend le fondateur du réseau Shelburne, c'est qui? C'est Raymond Labrosse et Lucien Dumay. Ils sont parachutés en novembre 1943. Donc il y a un truc qui cloche. Comment des gens qui se disent du réseau Shelburne peuvent appartenir à un réseau qui n'existe pas encore? D'accord? Alors je ne remets pas du tout en cause le fait, bien sûr, ils ont sauvé, ils ont été déportés. Mais en fait, Monsieur Emery va mourir au camp d'Einsweiler, Madame Emery revient, elle est chargée de famille, et là, il y a des soutiens qui jouent, et elle va obtenir le soutien des liquidateurs du réseau Shelburne pour devenir, en fait, après coup, membre du réseau Shelburne qu'elle n'aura jamais été. Donc c'est là où c'est pas évident quand on est historien, c'est qu'on va aller dire, il y a des gens qui vont nous dire, ils appartenaient au réseau Shelburne, et puis nous on va dire, si on regarde un peu, si on creuse, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus complexe. Donc voilà, ça, c'est les dossiers statuts, et c'est toutes les limites des dossiers statuts. Et là, vous avez la fiche de décès, on parlait d'André Maheu tout à l'heure, vous avez la fiche de décès d'André Maheu, qui est décédé à Naïtsweiler en avril 1944. Et il a été soigné par, le hasard a voulu qu'Henri Goud était à Naïtsweiler au même moment, et il a soigné André Maheu dans le révier de Naïtsweiler. Donc, on voit là, cette question, c'est complexe de faire l'histoire de la résistance, mais c'est là où c'est super intéressant. On va aussi avoir les dossiers de la Scholf et le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est très intéressant, il y a plein de ressources. Ici, vous avez des archives qui vous présentent justement les fiches faites par M. Auduc et qui intègrent qui est membre du réseau Hercule. Voilà, vous avez donc les fiches qui donnent les noms, la composition de ce réseau. Là, dans les listes, vous avez uniquement les déportés et non les déportés rentrés, déportés non rentrés. Mais vous avez aussi l'ensemble du réseau. Donc, là, ces listes-là, c'est intéressant. Mais c'est pareil, il faut les prendre avec précaution.
il peut y avoir un parti pris de la part de l'auteur qui réalise. Il y a quelques témoignages, par exemple, où le correspondant de la Scholf dit, alors pas par rapport à M. Auduc du tout, c'est sur un autre, dit « Oh, c'est un peu gonflé quand même ». Enfin, voilà, il y a des annotations comme ça en disant « L'action est un peu gonflée ». Donc, vous avez ces éléments-là. Les témoignages, bien sûr, pareil, comme toute source, il faut les prendre avec un grand recul, d'accord ? Parce que si on prend ce témoignage-là est très très riche, il est sur la prison du Vert-Galant. Il a été publié. Et donc, Félicien Gabel, a été arrêté, d'accord ? Et il est interné au Vert-Galant. Et il nous fait le récit de ce qu'il a connu au Vert-Galant. Et c'est très riche parce que ça nous apprend des éléments sur la vie intérieure. Et puis, il ajoute quelques détails. Et il ajoute un détail notamment, il ajoute que pendant qu'il est emprisonné au Vert-Galant, eh bien, toute la prison s'est mise à chanter la Marseillaise parce que ce jour du 1er juin 1943, on sortait de prison les membres FTPF, dont je vais reparler tout à l'heure, arrêtés et qui allaient être fusillés. Voilà. Sauf qu'il y a un problème. Si vous regardez la date d'arrestation de Félicien Gabel, 29 mars, il est libéré le 1er mars, donc il ne peut pas avoir entendu ce qu'il dit. D'accord ? C'est pas possible. Et en fait, certainement que là, on voit le problème, c'est que son fils, qui était instituteur à Montaillé, a été révoqué par Vichy. Son fils est rentré en résistance. Son fils a été arrêté et son fils a été déporté et est mort à Mauthausen. Alors certainement qu'il aurait peut-être aimé qu'on chante la Marseillaise pour son fils. Voilà, on ne sait pas, il y a un parti pris. Donc c'est là où, quand on a des témoignages, ce n'est pas évident, il faut les croiser de toute façon. Le travail de l'historien, c'est de croiser avec d'autres sources, et c'est là où il peut des fois venir heurter les mémoires. Je dirais que, voilà, s'il y a une chose à avoir en tête, c'est que, moi j'aime bien la citation de Marc Bloch, le passé est par définition un donné que rien ne modifiera plus, mais la connaissance du passé est une chose en progrès qui sans cesse se transforme ou se perfectionne. Et cela notamment grâce à la découverte de nouvelles sources. Donc moi, je vais essayer de vous faire un petit topo de cette résistance à partir des sources sur lesquelles j'ai travaillé, à partir de certaines lectures, un topo de la résistance dans la Sarthe. C'est pas évident de le faire en peu de temps. D'accord ? Je vais essayer d'être court, on m'a dit qu'il fallait que je sois court. Mais déjà, il faut prendre une chose, c'est que cette résistance, ça va être un passage progressif de ce qu'on va appeler la résistance avec un petit R, d'accord, des petits faits, à une résistance avec un grand R qui devient un fait social. Et ce passage-là va être progressif. On peut distinguer 3 phases. La première phase, juin 40, début de l'année 42. Là, la résistance, c'est un phénomène réel, mais qui est ultra minoritaire. Alors, il faut avoir à l'esprit le poids du contexte pour pouvoir expliquer cela. La défaite engendre un choc moral dans la population, il y a un véritable abattement. Ça, c'est la première chose. Pensez que l'armée française était une des armées les plus puissantes au monde. Et entre le 10 mai et le 25 juin, jour de l'armistice, cette armée a été balayée. Accélérée par le poids de la propagande qui a très très bien marché de la part des Allemands, qui ont fait croire que leur armée était plus puissante, ultra motorisée. Vous voyez ? Ils ont fait croire ça et ça a marché. Si vous voyez cette armée ultra motorisée, elle n'est pas ultra motorisée. Sur 86 divisions blindées, sur 86 divisions allemandes, il n'y en a que 10 qui sont motorisées. Et quand vous prenez les témoignages de l'arrivée des Allemands dans la Sarthe, Lucien Le Guern nous montre, des écrits nous montrent des gens qui arrivent à pied, d'accord, pas très, quand je dis des gens, c'est des soldats allemands, qui arrivent à pied, un peu poussiéreux, fatigués. Et Lucien Le Guern, le tableau de Lucien Le Guern sur l'arrivée des Allemands au Mans, eh bien, ce sont des Allemands qui sont à pied et qui sont à vélo. Et d'ailleurs, il y en a 2 qui arrivent avec des vélos sur le côté.
et il faut savoir que si vous regardez le procès-verbal, la main courante, excusez-moi, du commissariat central au Mans à cette époque, il y a plein de plaintes pour vol de vélos. Bah oui, les Allemands viennent voler les vélos. L'armée, elle n'est pas ultra motorisée, mais la propagande a marché. Donc, on a là une population, les rapports des préfets nous disent, hein, si on regarde les rapports des préfets, abattus, résignés, désorientés, angoissés. Et ça, c'est vraiment les mots qu'on retrouve. Ensuite, la population, il faut être clair, elle est majoritairement pétainiste. Les idées du maréchal Pétain ne choquent pas et sont appréciées dans la majorité des cas en 1940, à partir du mois de juillet, du 10 juillet, elles ne choquent pas. Autre élément, l'incertitude dans l'avenir. Est-ce qu'il faut résister? Est-ce que ça va se faire comme, parce qu'il y a des souvenirs hein, chez les gens, est-ce que ça se fera comme en 1871, où après le traité de Francfort, les Allemands vont partir? On ne sait pas le lendemain. Voilà. Et puis résister, c'est aussi rompre avec les habitudes, rompre avec la culture d'obéissance à l'État. Vous voyez, quand un choc moral survient, les historiens de ce point de vue-là, hein, ils ont une bonne expérience, c'est le Covid. On a eu un choc moral qui est apparu, qu'est-ce qu'on s'est mis à faire tous? À faire nos laissez-passer, à respecter la loi, enfin, voilà, et rompre avec l'obéissance à l'État. Imaginez, nous c'était juste le Covid, ben, imaginez quand c'est une armée qui vous envahit et vous voyez des hommes arriver sur votre territoire. Donc là, ça explique que ce soit un fait minoritaire. Néanmoins, elle existe, cette résistance, au cours de cette période. Petite anecdote, pour vous montrer que l'opinion publique est assez favorable, c'est que Vichy et les Allemands ne veulent surtout pas retourner l'opinion publique en leur défaveur. Donc, dès que quelque chose pourrait heurter cette opinion publique qui leur est favorable, eh bien, ils ne font pas. Georges Ripper, qui est ministre de l'Éducation, le premier ministre de l'Éducation de Vichy, il veut faire quoi? Il veut remettre en cause la laïcité dans les écoles. Donc, les lois Ferry. Les Allemands et Pétain lui disent non, surtout pas, parce que l'opinion publique nous est favorable, il ne s'agit pas d'aller la retourner. Cette affiche-là, qui nous présente la Révolution nationale, vous voyez, avec d'un côté une belle France, travail, famille, patrie, bien ordonnée, et puis de l'autre côté, le bazar, l'alcoolisme, la Troisième République, et ainsi de suite, eh bien, elle sera interdite par Pétain. Elle est dans les manuels scolaires. Moi, je travaille avec mes étudiants là-dessus. Elle est dans les manuels scolaires. À l'époque, personne ne l'a connue, parce qu'il n'y a que 3 exemplaires qui ont été faits, parce qu'elle a été refusée pour ne pas heurter la population. Donc, une opinion publique qui est assez favorable, mais certains vont rentrer en résistance. Alors, les premières formes d'engagement, ça va être notamment un engagement par la propagande, enfin la contre-propagande. Si on prend l'exemple de ces affiches-là, ce sont les affiches qu'on a eues au Mans, population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands. Eh bien, à ce moment-là, vous avez Louis Floch, qui est conseiller municipal au Mans, avec Camille Delétang, eh bien, ils vont faire des petites affichettes, et sous ces affiches-là, ils mettront des autocollants, enfin des affichettes, pour vous affamer. Donc voilà, c'est pour vous affamer. On aura également le 3 octobre 40, vous voyez, c'est l'Anglais qui nous a fait ça en référence au bombardement qu'il y a eu au moment de l'invasion et qui ont été faits par des Anglais. Eh bien, ces affiches sont accolées dans le Mans. Qu'est-ce que fait la population? Une partie arrache ces affiches. Et il y a tellement d'actes qu'une sanction collective contre la ville du Mans est réalisée entre le 3 octobre et le 15 octobre 1940, et l'heure du couvre-feu, de 23h, il est ramené à 20h. Donc on voit, il y a des actes comme ça. Il y aura bien sûr la campagne des V, qui a été lancée d'abord chez nos amis belges, enfin par nos amis belges, et comme elle a un succès considérable, à partir de février 1941, on va la faire en France. Grand succès. Elle a un tel succès que les Allemands la reprennent à leur compte. À partir de juin 1941, ils vont faire une campagne V pour Victoria.
par rapport à la croisade contre le bolchevisme. D'où le fait que le grand V soit sur la tour Eiffel. D'accord ? D'où le fait que le V sera arboré place de la République à la librairie allemande, la Frontbuchhandlung, qui était place de la République, il y aura un V. Et il y aura un manceau sous ce V, place de la République, il y aura le V donc, et en dessous il mettra Reine Victoria. Voilà.